D'accord, merci beaucoup. Voilà, très bien. D'accord, donc, on peut, comme je disais, on peut vouloir précipiter les protéines pour les récupérer et travailler dessus par la suite, ou bien on peut précipiter les protéines pour essayer de s'en débarrasser et avoir dans le surnageant que de molécules qui ne sont pas de nature protéique. Ça, c'est les deux manières de faire. Alors, pourquoi d'abord les protéines, pourquoi elles précipitent? Alors, au fur et à mesure, vous pouvez poser des questions, hein. Soit vous demandez la parole, soit vous écrivez une question et je regarderai au fur et à mesure. Voilà. Je mets le chat devant mes yeux, comme ça, s'il y a une question, on peut répondre tout de suite. Ou bien on laisse à la fin en fonction des questions. Alors, les protéines, déjà vu avec professeur Ktsani, vous avez vu la structure des protéines. De quoi elles sont formées, ces protéines? Ces protéines sont formées par un enchaînement d'acides aminés. Et si on revient à votre cours de protéines, les acides aminés, dans la structure des protéines, il y en a une vingtaine, 20 acides aminés différents. Alors, ces acides aminés, vous avez vu qu'ils diffèrent par leur chaîne latérale. Donc, alors, dans les protéines, comment ils se présentent, ces acides aminés? Eh bien, ils sont liés, hein, c'est comme un collier formé par des perles et chaque perle est constituée par un acide aminé. Ils sont reliés entre eux par des liaisons peptidiques qui sont des liaisons très solides pour former la structure primaire. Ensuite, vous savez sûrement depuis la première année, même depuis votre enseignement du secondaire, que l'enchaînement des acides aminés ou l'ordre de l'enchaînement des acides aminés est prédéterminé génétiquement. Donc, c'est votre génome, les gènes, qui vont déterminer dans quel ordre sont enchaînés ces acides aminés. Euh, par la suite, est-ce que ces protéines gardent cette structure linéaire? Bien sûr que non. Elles vont se replier, bien sûr, et former, sous l'effet de structures secondaires, adopter une structure secondaire. Vous avez vu que principalement dans la structure secondaire, on trouve l'hélice alpha, ensuite, ou le feuillet bêta, et ensuite, ils vont encore se replier plus pour former la structure tertiaire. Alors, quel est l'effet de ces structures secondaires et structures Madame, tertiaires? madame, Oui. madame, s'il vous plaît, vous n'avez pas partagé avec nous l'écran, votre écran. Ah ben, j'ai partagé. Attendez, on va régler ça. Vous me voyez déjà en vidéo? Oui, D'accord, on va réessayer. Je l'ai partagé tout à l'heure, peut-être qu'il est parti. Alors, partager l'application de l'écran. Voilà, partager. Est-ce que maintenant vous voyez? oui, madame, c'est bon. Voilà, non, je l'avais partagé tout à l'heure, mais seulement je pense que c'est parti. OK. Alors, par contre, maintenant, je ne vous vois pas, mais c'est pas grave. Si vous voulez poser la question, vous envoyez des messages. Alors, donc, je disais que la structure primaire va se replier. Les acides aminés vont former la structure secondaire en feuilles bêta, alpha ou d'autres structures un peu moins structurées en quelque sorte. Et ce qu'il faut retenir pour les structures secondaires, c'est que les acides aminés vont se lier entre eux et des acides aminés quel type de liaison va être mise en jeu dans la structure secondaire? Quel type de liaison? C'est une question que je pose rapidement. Est-ce que vous savez ou pas? Dites non.
Oui. Alors, j'en ai plein et vous êtes 75, ben, au moins un qui pourrait répondre. Alors, Fath Allah a dit liaison peptidique, liaison ionique. Encore, c'est pas ça dans la structure secondaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre type de liaison? Je m'arrête à des points importants hein, parce que ces types de liaisons, vous allez les voir par la suite. Elles sont très importantes dans, dans tout ce qui est structure de protéines, dans tout ce qui est oui, liaison pont d'hydrogène, c'est pas exactement pont d'hydrogène, mais c'est les liaisons hydrogènes. Non pas liaison thiol, mais liaison hydrogène. Pas de liaison covalente, d'accord? Euh, euh, c'est très important ces liaisons de faible énergie parce que elles seront, vous allez le voir déjà dans le maintien de la structure secondaire et tertiaire dans des protéines. Vous allez les voir dans ce qu'on appelle la liaison anticorps-antigène. C'est ça qui est mis en jeu, ces liaisons de faible énergie. Vous allez les voir également dans tout ce qui est liaison substrat-enzyme, récepteurs avec les récepteurs avec les hormones, par exemple. Tout ça, c'est très important, ces liaisons-là de faible énergie. Alors, mais dans le cas de la structure secondaire, ce sont des liaisons particulièrement des liaisons hydrogènes. Alors, ce ne sont pas des liaisons covalentes. Alors, la liaison peptidique est une liaison covalente. Elle entre en jeu dans la structure primaire, que ça soit bien retenu. La liaison covalente qu'on trouve dans la structure, autre liaison covalente qu'on trouve dans la structure des protéines, c'est le pont disulfure. D'accord? Mais ça, le pont disulfure, c'est la liaison entre deux groupements thiol de la cystéine. On la trouve dans la structure, c'est une liaison covalente, mais on la trouve dans la structure tertiaire. D'accord? Maintenant, dans la structure secondaire, je reviens à ma structure secondaire, ce sont des liaisons de faible énergie et particulièrement les liaisons hydrogène, d'accord, qui maintiennent la structure secondaire. Alors, je disais que la protéine va prendre une structure secondaire, ensuite elle va prendre une structure tertiaire. Alors, dans la structure tertiaire, c'est un repliement global de la protéine. De ce fait, des acides aminés qui sont très éloignés les uns des autres peuvent se retrouver très rapprochés. Par exemple, un acide aminé en position 12, lorsque la protéine va se replier, va se retrouver à côté d'un acide aminé, par exemple en position 119 ou 200 et ainsi de suite. D'accord? Maintenant, dans la liaison, dans la structure tertiaire, c'est un petit rappel hein, de ce que vous avez vu pour votre cours de protéines. Dans la structure, je reviens à la structure secondaire, les liaisons hydrogènes sont faites entre des acides aminés qui sont très proches de la structure primaire. D'accord? Ils ne sont pas très éloignés les uns des autres dans la structure primaire. Par contre, dans la structure tertiaire, de vue du repliement global de la chaîne peptidique, on va se retrouver avec des acides aminés qui sont très éloignés dans la structure primaire et qui vont être, lorsque la chaîne peptidique va se replier dans la structure tertiaire, ils vont se retrouver très proches les uns des autres. D'accord? Alors, dans la structure tertiaire, qu'est-ce qu'on trouve comme autre liaison? On a vu dans la structure secondaire, c'est les liaisons hydrogène. Maintenant, dans la structure tertiaire, quel type de liaison on peut trouver? Faites-moi des propositions. Allez, mesdemoiselles, messieurs.
Alors, liaison ionique, d'accord, je prends, c'est juste. Encore. Oui. Alors, hydrophobe, je prends. C'est des liaisons de type hydrophobe. On ne les appelle pas Van der Waals. Alors, je voudrais bien corriger parce que beaucoup d'étudiants me répondent quand on parle de liaison d'attraction ou de liaison hydrophobe, on les appelle d'interaction entre acides aminés hydrophobes, beaucoup d'étudiants les appellent liaisons de Van der Waals. Ce sont des liaisons de type Van der Waals, mais les liaisons de Van der Waals, on ne trouve pas que des liaisons hydrophobes, on trouve également des liaisons de type polaire. D'accord? Donc, quand on va les spécifier comme attraction ou comme liaison hydrophobe. Donc, je suis preneuse. Vous me dites liaison covalente, liaison ionique? Oui, liaison ionique, c'est entre deux chaînes latérales d'acides aminés qui présente une charge, un présente une charge positive, l'autre présente une charge négative, eh bien, il y aurait attraction entre ces deux chaînes latérales et ils peuvent former une liaison ionique. Maintenant, la liaison covalente dans la structure tertiaire. Hein, dans la structure tertiaire, oui, on peut trouver des liaisons covalentes. C'est quoi ces liaisons covalentes? C'est entre deux molécules, entre deux soufres, entre deux groupements SH et qui vont former un pont disulfure. On le trouve dans la liaison tertiaire. D'accord? Pont disulfure, oui. Liaison disulfure, oui. Voilà. Donc, dans la structure tertiaire, on trouve donc la liaison hydrogène. D'accord? On trouve donc, comme vous dites, des liaisons hydrophobes, des liaisons ioniques et des liaisons covalentes représentées par l'ion disulfure. Très bien. Voilà, on était toujours dans l'introduction. Alors, nos protéines. Pourquoi les protéines vont-elles précipiter? Parce que tout simplement, les protéines, ce sont des molécules qui sont sensibles à leur environnement, c'est-à-dire au milieu dans lequel elles peuvent. Alors, est-ce que l'écran, vous regardez, il y a quelqu'un qui me dit. Non, Vous madame. regardez, vous arrivez à voir votre écran? Non. Alors, je repartage. Je ne sais pas pourquoi il s'en va. Voilà. Partager. Est-ce que maintenant, vous le voyez? Oui, madame. Ouais, ok. Ben, à chaque fois qu'il part, vous me le dites parce que je ne comprends pas pourquoi il s'en va. D'accord. Ok, très bien. Alors, donc, je disais, pourquoi va-t-on précipiter pourquoi les protéines? Eh bien, les protéines vont précipiter parce que ce sont des molécules qui sont très sensibles à leur environnement, c'est-à-dire dans le milieu dans lequel elles se trouvent. Au milieu, elles sont sensibles au milieu dans lequel elles se trouvent. Vous changez les paramètres du milieu dans lequel elles se trouvent, eh bien, elles vont changer peut-être de conformation et elles vont, dans ce cas-là, précipiter. D'accord? Précipiter, on définit ce que c'est que la précipitation. Eh bien, la précipitation, c'est qu'elles ne vont plus être solubles dans le milieu dans lequel elles se trouvent. D'accord? C'est ça, précipiter. Et on va voir un trouble dans le milieu. Et si vous laissez le milieu en repos, les protéines, vous verrez, elles vont se déposer. Et si vous centrifugez votre milieu, vous allez obtenir un culot. D'accord? C'est ça la précipitation. Alors,
Pourquoi elles précipitent? Parce qu'on va toucher à leur structure, tout simplement. Et si vous changez la structure de vos protéines, eh ben, elles vont, vous toucher également à vous pouvez toucher également à leur solubilité dans le milieu dans lequel elles se trouvent. Alors sûrement, vous avez vu avec professeur Ktsani que lorsque vous touchez à la structure des protéines, vous pouvez les précipiter et de cette manière, vous pouvez les dénaturer. Alors, la dénaturation, c'est quoi la dénaturation des protéines? La dénaturation des protéines aboutit généralement à la perte de fonction de la protéine, aux propriétés de la protéine et à la fonction de la protéine. Parmi les propriétés, on peut mettre la fonction. Parmi les propriétés, on peut mettre la solubilité de la protéine. D'accord? Donc, si vous touchez, vous précipitez les protéines, ça veut dire que vous changez leur structure, vous changez la conformation de votre protéine. Et en changeant la conformation de votre protéine, vous allez toucher sa fonction biologique et vous touchez également la solubilité de votre protéine. Alors, on vous a dit sûrement comment on peut dénaturer les protéines. Alors, faites-moi des propositions. Comment peut-on dénaturer une protéine? Allez-y, je regarde votre. Alors, voilà. En changeant le pH du milieu, oui, on peut changer en allant vers des pH basiques ou des pH très acides. On peut dénaturer, changer la solubilité d'une protéine. Par le chauffage, oui. Alors, par exemple, si vous chauffez le blanc d'œuf, c'est un exemple qu'on vous donne souvent. Vous chauffez le blanc d'œuf et il devient opaque. D'accord? Vous l'avez dénaturé. D'accord? La polarité, je n'ai pas compris la polarité, la température, bien sûr. L'augmentation de la température, le pH. Par le SDS, bon, on laisse ça à côté, c'est les techniques d'électrophorèse. Oui, on peut, ça vous le gardez pour autre chose. D'accord? Bon, principalement, vous êtes parti sur le changement de température. Bien sûr, les protéines sont sensibles à la température du milieu dans lequel elles se trouvent et que si vous augmentez beaucoup la température, vous pouvez dénaturer, changer la solubilité de la protéine et dénaturer votre protéine. D'accord? Diminution des propriétés d'hydratation, bon, c'est quelqu'un qui a déjà fait le cours, je pense, et on va y arriver. Effectivement, on peut diminuer les propriétés d'hydratation, on verra comment, des protéines. C'est mademoiselle Sabri qui a dit ça. D'accord. Maintenant, on revient sur nos acides aminés. Pourquoi je les ai classés sûrement dans votre cours des protéines. Vous avez vu une autre classification des acides aminés. Mais n'empêche, nous, on va les classer par rapport à notre cours. Par rapport à notre cours, parce qu'on étudie la solubilité et la solubilité est en lien direct avec les acides aminés, bien sûr, qui sont soit polaires, soit apolaires. Alors, parmi les acides aminés apolaires, c'est-à-dire qui ne sont pas polaires, A, c'est le contraire, le terme A, c'est qui n'est pas, d'accord? Alors, vous trouverez les acides aminés suivants ici. La valine,
l'isoleucine et la proline et la phénylalanine tryptophane. Alors, c'est quoi la dénaturation, mademoiselle Samira Al-Khnefri? Alors, la dénaturation, tu peux prendre le micro, Samira. Alors, je l'ai expliqué, la dénaturation, c'est la perte des propriétés physico-chimiques et fonctionnelles d'une protéine. Voilà, c'est la définition exacte. La définition de la dénaturation, c'est la perte d'abord des propriétés fonctionnelles, c'est-à-dire le rôle de la protéine, et la fonction de la protéine, et perte également de certaines propriétés physico-chimiques et notamment la solubilité de la protéine. D'accord. Changer la nature, bon, elle va plus être fonctionnelle, hein, votre protéine, et puis c'est tout. Hein. La nature, elle sera. Vous aurez la même protéine, c'est-à-dire vous aurez les mêmes nombres d'acides aminés reliés par des liaisons covalentes, mais elle sera plus fonctionnelle et si elle peut perdre également ses propriétés de solubilité. Alors, dénaturation est à différencier de la dégradation. D'accord? Dénaturation ne veut pas dire dégradation de la protéine. La dégradation d'une protéine, c'est on dégrade la protéine, c'est-à-dire on coupe les liaisons peptidiques et on libère les acides aminés. La dénaturation, on ne touche pas à la structure primaire. C'est-à-dire que votre protéine va rester la même. Les liaisons peptidiques vont toujours exister, vont rester. D'accord? Mais ce qu'on touche particulièrement quand on dénature une protéine, c'est surtout la structure tertiaire de la protéine. D'accord? Alors, on continue. Là, vous avez vos acides aminés qui sont apolaires, qui ne sont pas solubles, qui ne sont apolaires. Voilà. Et à côté de ça, bon, on regarde la structure. Alors, je répète que la structure des acides aminés, il faut les connaître. Il faut toujours se rappeler, parce que c'est se rappeler de leur chaîne latérale. Pourquoi? Parce que c'est cette chaîne latérale qui est responsable de beaucoup de choses dans la propriété de la protéine. Alors ici, vous avez la glycine, vous avez la laline et ainsi de suite avec des acides. Ici, vous avez la phénylalanine et ici, vous avez le tryptophane. D'accord? Avec la méthionine à ce niveau-là, la proline, la valine, le leucine et l'isoleucine. D'accord? Donc, ce sont des acides aminés, ce qu'on appelle des acides aminés apolaires. Ces acides aminés apolaires, elles vont essayer d'avoir le moins de contact avec les molécules d'eau, puisqu'on est la cellule, il y a de l'eau. Lorsqu'on travaille avec les protéines au laboratoire, on a en biologie, on travaille en milieu aqueux. Ces acides aminés, n'aiment pas l'eau et ils vont essayer de minimiser le contact avec les molécules d'eau. Comment ils vont minimiser le contact avec les molécules d'eau? Par des liaisons qui sont hydrophobes. Hydrophobes, vous voyez bien que je n'utilise pas le terme de Van der Waals. Alors, à côté de ça, j'aimerais bien que vous alliez chercher ce que c'est que les liaisons Van der Waals. À côté, pas aujourd'hui, pas maintenant, mais lorsque vous réviserez votre cours, vous cherchez ce que c'est que les liaisons Van der Waals. Il est bien entendu, moi je vous le dis, que les liaisons hydrophobes sont des liaisons Van der Waals, mais il y a d'autres types de liaisons qui sont de type Van der Waals qui ne sont pas des liaisons hydrophobes. Donc, on garde le terme de liaison hydrophobe dans notre cas. Alors, à côté de ces acides aminés apolaires, on trouve des acides aminés
dans tout ce qui est fonction de la cellule. Fonction de la cellule, vous le verrez un peu plus tard lorsque je vous reprendrai en S4. Pour les enzymes, par exemple, ce sont des acides aminés qui participent très souvent dans la catalyse enzymatique. Alors, ces acides aminés, c'est quoi? C'est la sérine. C'est quoi comme acide aminé? C'est un acide aminé qui est alcool, qui présente dans sa chaîne latérale une fonction alcool, de même pour la thréonine. La thréonine, c'est également un acide aminé qui présente OH, alcool. La cystéine, on l'a vu, on en a parlé tout à l'heure, c'est un acide aminé qui soufré avec un groupement SH. Vous avez l'asparagine, la glutamine, la tyrosine qui présente un groupement OH qui n'est pas alcool mais qui est phénol. Et de ce fait, il va présenter des propriétés différentes par rapport aux fonctions alcool de la sérine et de la thréonine. D'accord? Vous avez l'acide aspartique, l'acide glutamique avec des groupements COH, la lysine qui est un acide aminé basique avec l'arginine. La lysine, c'est une fonction amine. En position epsilon, l'arginine, c'est une fonction guanidine. Et l'histidine qui présente un groupement imidazole. D'accord? On va les regarder tout de suite, regarder leur structure. Voilà, vous les avez là. Vous avez la sérine, la thréonine. D'accord? Ici, vous avez l'acide aspartique, l'acide glutamique, la cystéine à ce niveau-là. Vous avez ici l'asparagine, d'accord? Vous voyez là, la glutamine, voilà. Vous avez ici la lysine, ici l'arginine. Alors, cela, c'est deux acides aminés basiques, avec également un acide aminé basique qui est l'histidine, et vous avez la tyrosine avec son groupement phénol. Ce groupement-là que vous voyez, qui est en quelque sorte un groupement alcool, est le groupement OH de la sérine et le groupement OH de la thréonine. Alors, est-ce que vous pouvez me répondre? Alors, préparez votre question. Il y a Esma Dbesh qui me demande, Madame, pourquoi certains acides aminés sont polaires alors que d'autres sont apolaires? Ben, tout simplement à cause de leur fonction. À cause de leur structure, pardon. À cause de leur structure. Ça, vous devez l'avoir avec professeur Ktani. Pourquoi ici, vous avez, regardez ici, vous avez, c'est une chaîne aliphatique qui n'aime pas l'eau, c'est une chaîne hydrophobe. Là, à ce niveau-là, d'accord? Là, c'est un groupement hydrophobe. Ici, pour le tryptophane, ce sont des groupements hydrophobes. Si je reviens aux acides aminés polaires, eh ben, le groupement OH est un groupement alcool, c'est un groupement polaire. Ici, le groupement COH, c'est un groupement polaire, que ce soit pour l'acide aspartique ou l'acide glutamique. Là aussi, c'est un groupement polaire, le groupement SH. Ici, vous avez un groupement, tout ça, c'est un groupement polaire. Voilà, ici également. Ici. Alors, les groupements polaires, est-ce que vous pouvez me les définir? Alors, pourquoi quelle est la différence? Déjà, on va répondre à cette question qui est très importante. Pourquoi ce groupement OH, est-ce qu'il a le même comportement que le groupement OH de la sérine et de la thréonine? Oui ou non? Vous devez déjà savoir répondre à cette question. Alors, il n'a pas le même comportement, vous me dites non. D'accord. Maintenant, dites-moi,
quelle est la différence entre les deux groupements, entre le groupement sérine et tréonine et le groupement OH de la tyrosine? Quelle est la différence? Comment ils vont se comporter? Quelle est la différence entre ces deux groupements? Non, pas Samira. Explique-moi encore plus. Quelle fonction? Vous avez fait les acides aminés. Vous avez fait les propriétés ioniques des acides aminés. Alors, quelle est la différence entre la sérine et la tyrosine? Voilà, je vais poser un peu différemment la question. Bon, le radical est diffère, je suis d'accord, on le voit. Hein. Je ne vais pas vous poser la question quelle est la différence entre la sérine. Point de vue, vous le voyez bien qu'ils ont un radical qui est différent. Vous avez un groupement phénol ici. Voilà, on le voit bien ici, vous avez un groupement phénol. Ici, vous avez un radical qui porte une fonction alcool. Mais dans les propriétés ioniques, quelle est la différence entre la sérine et la tyrosine? Alors, il y a Myriam Bahdo qui me répond un caractère, une fonction, un acide aminé alcool polaire. Tous ceux-là sont polaires. Tous ces acides aminés que vous regardez sur votre diapositive, ce sont des acides aminés polaires. Alors, je répète différemment la question. Je veux vous pousser à répondre à ma question. Alors, vous mettez votre sérine dans un milieu aqueux et vous changez le pH. Vous augmentez le pH. On part de la sérine et vous augmentez son pH. Elle a une fonction alcool. Comment va se comporter ce groupement OH? Est-ce qu'il va s'ioniser si vous augmentez le pH? Alors, il devient chargé. Ben non, il ne devient pas chargé. Justement, c'est une fonction alcool. Et sérine libre dans un milieu, jamais la fonction alcool ne s'ionise, ne perd son proton. Vous ne trouverez jamais la sérine sous forme de, je parle du radical CH2 au moins, ni la tréonine. Je parle dans un milieu in vitro, c'est-à-dire vous êtes vous avez votre sérine dans un milieu, dans un tube à essai et vous augmentez le pH, jamais votre OH ne va perdre son proton. Les fonctions alcool ne perdent jamais leur proton, que ce soit pour la sérine ou pour la tréonine. Non, donc il ne deviendra jamais, mademoiselle Iman ne deviendra jamais au moins. D'accord? Ça, c'est à retenir. Maintenant, on revient à notre tyrosine et non pas TR. Tyrosine, c'est TYR et non pas TRY. D'accord? TRY, c'est le tryptophane. Ou TRP, c'est le tryptophane. Tyrosine, TYR. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ce groupement phénol, là, celui-là? Bon, vous avez l'impression que c'est une fonction alcool qui va se comporter de la même manière que la fonction alcool de la sérine ou de la tréonine. Eh bien non. Votre fonction, ce groupement qui est en quelque sorte une fonction alcool, c'est un groupement phénol, va pouvoir perdre son proton. Et si vous mettez la tyrosine dans un milieu et que vous augmentez le pH au-delà de 10,
au-delà de 10, vous allez avoir au moins, vous allez avoir la tyrosine qui sera chargée négativement. Pourquoi vous me dites? Safa Selman qui me demande est-ce qu'il y a des acides aminés qui portent une fonction alcool et qui peuvent s'ioniser. Des acides aminés, la sérine, la tréonine, jamais. Quand ils sont libres, hein, en milieu aqueux. D'accord? Jamais. Quand ils sont même liés à une protéine, et ils peuvent jamais perdre leurs protons. Maintenant, on verra, mais ça, on le gardera pour le second trimestre. Dans certaines conditions, au niveau du site actif des enzymes, on peut, dans certains cas, dans certains processus catalytiques, on peut avoir la sérine, qui est très importante dans le processus catalytique des enzymes. On peut avoir la sérine qui perd provisoirement, je dis bien provisoirement, son proton pour le récupérer à la fin du processus catalytique. On va le réexpliquer au cours du second semestre. Je reviens à la fonction phénol. Ici, si vous augmentez, vous mettez votre tyrosine dans un milieu et vous augmentez le pH au-delà de 10, vous allez avoir la tyrosine qui perd son proton, d'accord, qui va se trouver sous la forme au moins. Vous me direz pourquoi? C'est une fonction en quelque sorte alcool. Et pourquoi elle va perdre son proton? Eh bien, tout simplement à cause de ces doubles liaisons conjuguées ici, ces doubles liaisons conjuguées, d'accord, qui vont fragiliser en quelque sorte, parce qu'elles bougent, ces doubles liaisons conjuguées, et qui vont fragiliser la liaison entre l'oxygène et l'hydrogène, tout simplement. D'accord? Donc, c'est la seule fonction dans les acides aminés OH qui peut s'ioniser, c'est celle de la tyrosine à cause des doubles liaisons conjuguées contenues dans ce cycle. D'accord? C'est clair? Voilà. Que ça vous aide pour votre cours sur les protéines. Alors, maintenant, voilà les acides aminés polaires. Donc, vous avez ici, polaires, il y en a qui ne sont pas, ionisés. Le radical n'est pas ionisé. Vous avez ici l'asparagine. Vous avez ici la glutamine. D'accord? Vous avez vu au cours de votre cours sur les acides aminés que ces deux acides aminés ne peuvent jamais s'ioniser. Le radical, je parle de radical. Il est bien entendu que dans la chaîne peptidique, ce moment-là, avec le NH2 d'un autre acide aminé, et ce groupement-là, NH2, NH3+, il devient NHCO avec le COH d'un autre acide aminé suivant dans la liaison peptidique. D'accord? Il nous reste le radical, ce radical-là, qui est inscrit en rouge, qui ne peut pas s'ioniser, mais il est polaire. D'accord? Polaire, et il peut contracter des liaisons. Toute molécule polaire peut contracter des liaisons de faible énergie de type hydrogène avec une autre molécule polaire. D'accord? Notamment avec des atomes d'hydrogène. Ce qui explique leur polarité en quelque sorte. Alors, à côté de ça, essayez de chercher, lorsque vous réviserez votre cours, de chercher ce que c'est que la définition d'une molécule polaire, la définition d'une molécule hydrophile, la définition d'une molécule hydrophobe. Donc, notez-le et essayez de faire des petites recherches pour que tout soit clair dans votre tête. Voilà, c'est bon là, plus de questions, c'est clair? Voilà. Alors, ces molécules, qu'est-ce qu'on trouve là? Vous avez ici l'histidine qui peut également s'ioniser de par manganidyle. Oui.
n'aiment pas l'eau, mais essayez, pourquoi ces molécules sont hydrophobes, essayez d'aller plus loin que n'aiment pas l'eau. D'accord? Pourquoi elles n'aiment pas l'eau? Des choses comme ça. D'accord? Soyez scientifiques. Alors, je continue dans la classification de. Je reviens un petit peu. Tout ça, vous l'avez déjà vu au cours de votre cours avec professeur Ktsani, mais je reviens quand même sur des notions dont on a besoin pour comprendre la précipitation des protéines. Maintenant, lorsque vous avez fait la classification des protéines, on peut classer les protéines de différentes manières. Tout d'abord, selon la première classification, c'est selon leur composition. D'accord? On peut trouver des holoprotéines et des hétéroprotéines. C'est une classification qui est très simple, qui différencie les holoprotéines avec les hétéroprotéines. Alors, les holoprotéines, ça veut dire qu'ils ne contiennent que des acides aminés dans leur structure tertiaire et quaternaire. On n'a pas défini la structure quaternaire. La structure quaternaire, c'est quoi? C'est plusieurs unités de protéines qui sont formées par une structure, bien sûr, chaque unité a une structure primaire, secondaire, tertiaire, d'accord, et qui se rassemblent entre elles, pour former une grosse protéine, d'accord. La liaison entre les différentes unités, souvent, c'est des liaisons de faible énergie. D'accord? Je reviens à holoprotéines. Holoprotéines, ils sont constitués que par des acides aminés. Comme holoprotéines, vous avez vu dans le cours de commencer professeur Mousselim, vous verrez avec lui sûrement le lysozyme. Le lysozyme, c'est une protéine qui est formée que par des acides aminés. À côté de ces holoprotéines, hétéroprotéines. Des hétéroprotéines, ça veut dire qu'elles contiennent autre chose que, dans leur structure, qui contiennent autre chose que des acides aminés. Elles peuvent contenir, par exemple, des glucides, des lipides. Dans des glucides, par exemple, on va les appeler des glycoprotéines, des lipides, des lipoprotéines, des métaux tels que le fer, le magnésium, le calcium, le manganèse. Et dans ce cas-là, par exemple, on peut trouver on va les appeler des métalloprotéines. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme, je crois grosso modo, c'est ça. Hein. Alors, l'hémoglobine, oui. Abdelbasset qui me dit hémoglobine. Effectivement, l'hémoglobine, c'est une hétéroprotéine. Elle contient une structure, elle a une structure quaternaire qui est formée par 4 sous-unités liées entre elles par des liaisons de faible énergie. Et chaque sous-unité contient un atome de fer. D'accord? C'est une métalloprotéine, c'est une hétéroprotéine. Et d'ailleurs, c'est ce fer qui lui donne sa couleur rouge. Alors, donc, il y a la classification selon la composition. Il y a à côté de ça, on peut classer également les protéines en fonction selon leur fonction. Alors, vous avez des protéines de structure et de soutien. Est-ce que vous avez des exemples? Des protéines de la contraction, d'accord? Des protéines dans l'adhésion cellulaire, ça vous l'avez vu sûrement dans votre cours de première année, la réception de signaux, également dans les récepteurs, la transduction de signaux, l'immunité, le transport, les catalyses. Donc, on peut classer
les protéines en fonction, selon leur fonction. Donc, oui, bien sûr, l'actine, la myosine, oui, exactement. Vous avez les catalyses, c'est les enzymes, les transports. L'hémoglobine, c'est une molécule de transport de l'oxygène, par exemple. L'immunité, vous avez les anticorps, les transductions de signaux, vous avez vu dans votre cours de biologie cellulaire. Voilà, donc on peut classer en fonction de, selon la fonction de ces bains. Et on peut classer également selon leur forme. Et dans ce cas-là, on va trouver des protéines fibreuses. Oui, collagène pour la structure, Soukaina qui me dit le collagène pour la structure cellulaire. Oui, exactement. Donc, selon leur forme, protéines fibreuses ou protéines globulaires. C'est ça qui nous intéresse un petit peu dans la solubilité. Dans la solubilité, dès qu'on a affaire à des protéines fibreuses, dans la quasi-majorité solubles. Je dis bien dans la quasi-totalité des protéines, dans la quasi-totalité des cas, ce sont des protéines qui ne sont pas solubles. À côté de ça, on trouve des protéines globulaires qui sont beaucoup plus solubles. D'accord? Donc, il y a quelques protéines globulaires qui ne sont pas solubles, mais beaucoup de protéines globulaires, ce sont des protéines qui sont solubles, mais ils n'ont pas la même solubilité. La même solubilité, c'est-à-dire taux de solubilité, elle varie en fonction de chaque protéine. Ah, vous voyez là, l'exemple que vous avez donné tout à l'heure, le collagène, c'est une protéine qui est fibreuse. De ce fait, elle ne pourra pas être soluble. Généralement, elle n'est pas soluble. D'accord? À côté de ça, vous avez là, c'est une enzyme. C'est la structure d'une protéine qui est, dans ce cas-là, c'est l'enzyme, c'est une enzyme. Et vous avez une structure globulaire, c'est-à-dire plus ronde en quelque sorte, une structure, alors que la structure fibreuse va nous donner une structure qui est beaucoup plus allongée. Bon, la Fatiha me dit, Al-Talib qui me dit la kératine, oui, c'est une protéine fibreuse qui n'est pas soluble. Heureusement, parce que sinon, vous allez vous laver les cheveux, vous allez les solubiliser. D'accord? Voilà. C'est bon là, on peut avancer? Ok, on avance donc, puisqu'il n'y a pas de questions. Voilà, et dans la deuxième partie, on va voir la solubilité, comment s'intéresser plus particulièrement à la solubilité des protéines et pourquoi certaines protéines sont solubles et pas d'autres. D'accord? Alors, qu'est-ce qui expliquerait la solubilité des protéines? Alors, quand on regarde la solubilité des protéines, on se rend compte qu'elle est due à trois phénomènes qui peuvent se conjuguer. D'accord? D'abord, l'hydratation des protéines, la charge électrostatique des protéines et la conformation des protéines. Ces trois phénomènes qui interviennent et qui participent au fait à donner une certaine solubilité à vos protéines. Et on va s'intéresser au premier facteur, à savoir l'hydratation des protéines. Ah ben, l'hydratation des protéines, voilà, donc on va s'intéresser à cette hydratation. Alors, l'hydratation, qu'est-ce qu'on entend dans hydratation? Dans hydratation, vous avez le mot eau, d'accord? Hydro.
Hydro, c'est l'eau. Donc, c'est l'hydratation des protéines. Ça veut dire que c'est les molécules d'eau qui vont interagir avec notre protéine et qui vont lui participer à la solubilité de ces protéines. Alors, vous avez ici un schéma. Bon, ce n'est pas la réalité, mais c'est juste pour expliquer comment ça se passe. En bleu, là, en bleu ciel, vous avez les molécules d'eau. De quoi est composée votre molécule? Un atome d'oxygène, c'est celui-là, et puis c'est votre atome d'oxygène, et elle est formée par 2 atomes d'hydrogène, H2O. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque la molécule, dans la molécule d'eau, pardon, H2O2, H2O, pardon. Alors, vous avez sur la couche externe de l'atome d'oxygène, vous avez 2 atomes là qui vont participer à donner un effet négatif à l'atome d'oxygène. D'accord? C'est ces 2 atomes qui sont appariés sur la couche externe de l'atome d'oxygène. À côté de ça, sur la couche externe, il y a un atome, un électron qui a contracté une liaison. Donc, ils ont mis chacun un électron pour former une liaison covalente ici et ici. D'accord? Qu'est-ce qui va résulter dans tout cela? Je regarde. Qu'est-ce qui va résulter de tout ça? C'est que l'atome, je disais tout à l'heure, l'atome d'oxygène va avoir une certaine électronégativité due à ces atomes appariés sur la couche externe. Et l'atome d'hydrogène, vu qu'il a un seul électron sur sa couche externe, d'ailleurs il ne possède qu'un seul électron, qui est pris dans la liaison peptidique avec l'atome d'oxygène, il va en résulter un excès, un surplus de charge positive due à son noyau. D'accord? Donc, il est partiellement chargé positivement, alors que l'atome d'oxygène est chargé et électron. Il n'est pas chargé, ce n'est pas une vraie charge, moi, il est électronégatif. D'accord? Encore, on a perdu l'écran? Est-ce que vous avez perdu l'écran? Non, madame, c'est bon. Non, madame, Parce qu'il y a maintenant, c'est quelqu'un. bien. Voilà, d'accord. Très bien. C'est peut-être que je ne le mets pas. D'accord. Parce qu'il y a quelqu'un qui. OK. Très bien. Alors, qu'est-ce qui va résulter de tout cela? Il va résulter que cet atome d'oxygène, lorsqu'il va se retrouver avec un autre atome d'hydrogène possédant un surplus de charge négative, il va pouvoir se lier par des liaisons hydrogène à cet atome d'hydrogène. D'accord? Est-ce que vous saisissez? Vous avez vu la liaison hydrogène avec professeur Ktseni? Oui ou non? Est-ce que ça a été expliqué? Bon, il y a silence là. Parce que c'est très important. Ah, ça a été expliqué par professeur Ktseni. D'accord, mais je répète quand même. Là, vous avez la molécule d'eau. Elle est formée par votre atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. Concernant l'atome d'oxygène, il a donné un électron pour, il a mis en commun un électron pour former une liaison avec l'atome
d'hydrogène ici et là. Par contre, qu'est-ce qui lui reste sur sa couche externe d'électrons externes? Qu'est-ce qui lui reste? Il lui reste deux paires d'électrons qui vont donner en quelque sorte une électronégativité à cet atome d'oxygène. Donc, l'atome d'oxygène, il est électronégatif. Maintenant, l'atome d'hydrogène, lui, il a participé en donnant un électron pour former une liaison covalente avec l'oxygène. Mais son noyau, il a un surcroît de charge positive. Donc, l'atome d'hydrogène, il va être il va être électropositif. Ce n'est pas une vraie charge plus ou une vraie charge moins pour l'oxygène, de charge positive. Donc, lorsque l'atome d'oxygène va rencontrer une autre molécule avec un atome d'hydrogène possédant un surcroît de charge positive, il va contracter une liaison qu'on appelle une liaison hydrogène, tout simplement. De même, l'atome d'hydrogène qui a un surcroît de charge positive peut contracter avec une autre molécule qui possède un surcroît de charge négative, il peut contracter une liaison hydrogène. D'accord? C'est compris? Oui, absolument. Fatih me dit c'est une charge partielle. Maintenant, ça, c'est concernant l'hydrogène et l'oxygène dans la molécule d'eau. La question que je vous pose, est-ce la liaison hydrogène, elle fait intervenir toujours des atomes dans la liaison, toujours des atomes d'hydrogène. D'accord? Maintenant, est-ce que c'est toujours l'atome d'oxygène qui peut intervenir dans la liaison hydrogène? Oui ou non? Ou est-ce qu'il y a d'autres atomes qui peuvent contracter? Vous me dites non, mais faites-moi des propositions dans ce cas-là. Il y a plein de noms qui apparaissent. Alors, faites-moi des propositions. Quel autre atome peut également contracter une liaison hydrogène avec un atome d'hydrogène? Faites-moi des propositions. Oui, il y a d'autres atomes que l'oxygène qui peuvent intervenir. Oui, là, je les vois apparaître. Le soufre, Wafa, qui me dit le soufre. Est-ce que vous m'avez récupéré? Bonjour. Oui, madame. Voilà, Oui, parce madame. qu'il y a eu une coupure. D'accord. À part le soufre, qu'est-ce qu'on peut trouver? Réfléchissez à quel autre atome peut contracter une liaison hydrogène Le carbone. avec l'atome d'hydrogène. L'azote. Je suis preneuse pour l'azote. Dans les protéines, on a le soufre, on a les hétéroatomes, c'est le soufre. Alors, oui, je reviens à Arqiya Abou, mais dans le fluor n'existe pas dans les protéines. Le fluor peut contracter également une liaison hydrogène peut faire également une liaison hydrogène. D'accord? Mais le fluor, on ne le trouve pas dans les protéines. Les atomes qu'on trouve dans les protéines, les hétéroatomes qu'on trouve dans les protéines, c'est l'azote et le soufre.
D'accord? Donc, ces deux atomes peuvent contracter des liaisons hydrogènes avec, bien sûr, un atome d'hydrogène. Ce qu'il faut retenir, c'est que la liaison hydrogène met en jeu toujours un atome d'hydrogène avec un hétéroatome dans le cas des protéines qui sont l'azote et l'oxygène. Pardon, l'azote et le soufre. D'accord? C'est compris cette fois-ci? On avance dans ce cas-là, s'il n'y a pas d'autres questions. Voilà. D'accord? Donc, l'hydratation des molécules. Alors, je reviens à notre cas, sans oublier, parce que je suis partie dans l'explication du liaison hydrogène. Je reviens à l'hydratation des protéines. Eh bien, à chaque fois, à chaque fois que la molécule d'eau va rencontrer des atomes avec lesquels elle va contracter une liaison hydrogène, ben, elle va se fixer sur ces atomes-là et de ce fait-là, la molécule donc va se fixer, on dit qu'elle va hydrater la molécule de protéine. Et si la molécule de protéine, plus il y a de liaison entre la protéine et les molécules d'eau, et plus la protéine sera hydratée et plus ça va faciliter sa solubilisation dans le milieu aqueux. D'accord? Donc, l'hydratation est solubilité des protéines. S'il n'y a pas d'hydratation, s'il n'y a pas de liaison entre les molécules d'eau et la protéine, si les molécules d'eau ne peuvent pas se fixer sur la protéine, et dans ce cas-là, la molécule ne sera pas hydratée et elle ne sera pas solubilisée dans le milieu aqueux. Voilà. Le carbone, non. Non, il n'y a pas de liaison hydrogène pour le carbone. D'accord. Alors, plus encore, puisque vous posez la question des carbones, est-ce que le carbone? Non. Le carbone, non. Et les hydrogènes qui sont liés au carbone ne contractent pas de liaison hydrogène avec un hétéroatome tel que l'oxygène, le soufre ou bien l'azote. Les atomes les atomes d'hydrogène qui vont contracter une liaison hydrogène, ils sont liés soit à l'oxygène, soit à l'azote, soit au soufre. D'accord? Alors. Facteur qui intervient dans l'hydratation, dans la solubilisation des protéines, c'est le fait que ces protéines portent des charges électrostatiques. D'accord? On va expliquer cela. Alors, tout simplement, plus la protéine va porter des charges électrostatiques, plus elle aura tendance à créer des liaisons avec d'autres protéines ou bien avec parfois les molécules d'eau et peut-être faciliter la solubilisation. Donc, vous notez que la solubilité d'une protéine dépend également des conditions ioniques et du pH. Alors, je reviens à la charge électrostatique des protéines. Maintenant, est-ce que des protéines qui sont chargées ça va faciliter la solubilisation leur solubilisation dans un milieu aqueux? Ça dépend. Si vous avez, par exemple, des protéines qui portent la même charge, qu'est-ce qui va se passer?
Si toutes les protéines portent la même charge, par exemple, plus, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Alors, faites des propositions. Oui, la Fatiha et Taleb qui me dit attraction entre les charges opposées. D'accord? Répulsion. Oh, très bien. Oui, dans le cas où attraction, dans le cas où elles vont portent des charges opposées, elles vont se repousser. D'accord. Je suis preneuse, vous avez tous raison. D'accord? Alors maintenant, si vous avez la protéine, toutes les protéines qui portent la même charge, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura répulsion. Lorsqu'elles ont des charges opposées, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une attraction, comme vous le dites. Il y aura attraction. Elles vont s'agglutiner, elles vont s'agglomérer. Est-ce que ça va faciliter leur solubilisation? Est-ce que ça va faciliter leur solubilisation? Non, tout simplement. Ça ne va pas faciliter leur solubilisation parce que le fait que plusieurs centaines ou des milliers de molécules de protéines qui vont s'accrocher les unes des autres, elles vont former donc un amas, elles vont donc précipiter. D'accord? Alors, vous voyez que la charge électrostatique des protéines est importante dans l'expression de la solubilité, dans l'expression de leur solubilité. Si vous avez des protéines qui portent des charges qui sont de même nature, eh ben, elles vont se repousser. Hein, il y aura répulsion, elles vont se repousser, elles vont rester éloignées les unes des autres. Par contre, si vous avez des protéines qui portent des charges contraires, hein, elles vont s'attirer entre elles vont s'agglomérer, s'agglutiner, elles vont précipiter. Donc, l'importance de la charge des protéines. Troisième facteur qui intervient dans la solubilité des protéines, c'est la conformation des protéines. D'accord? Voilà. La conformation. Une protéine est soluble parce qu'elle a une certaine conformation. D'accord? Si vous changez sa conformation, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez à sa solubilité obligatoirement. Vous avez ici le cas, un schéma qui vous est donné ici. Vous avez cette protéine, c'est un schéma bien sûr. Vous avez la chaîne primaire qui se replie en hélice alpha ici, par exemple, bêta ici, feuillet bêta ici, et puis le tout se replie dans une structure tertiaire. Alors, cette protéine-là, une structure tertiaire, elle est soluble. Si vous touchez au milieu, par exemple, vous changez le pH, vous changez les facteurs du milieu, on va voir un peu plus tard, qu'est-ce qu'on va changer dans ces facteurs-là? Vous allez dénaturer la protéine. Dénaturer la protéine, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire que vous changez sa conformation, sa structure tertiaire. Dénaturation, c'est la structure tertiaire qui est touchée et non pas la structure primaire. Et vous pouvez aboutir à une précipitation de la protéine. Vous précipitez la protéine, vous la dénaturez, d'accord? Et vous changez bien sûr sa fonction. Alors, est-ce on pourra récupérer notre protéine active, c'est-à-dire revenir à notre protéine initiale, à sa structure initiale, c'est-à-dire à sa structure native, cette structure native, c'est elle qui est responsable de la fonction de la protéine et qui est responsable de ses propriétés physico-chimiques. Est-ce qu'on eh bien, ça dépend du traitement qu'on lui a affligé à cette protéine. D'accord? Donc,
vous pouvez, de la forme native, dénaturer votre protéine, avoir une structure dénaturée et revenir à sa forme native. Ça dépend du milieu. Est-ce que ça dépend d'abord de la protéine elle-même. Certaines protéines sont très sensibles. Une fois que vous avez touché à leur structure tertiaire, c'est difficile. Même quand vous revenez, vous les remettez dans un milieu favorable, elles ne retrouveront jamais leur forme native. Par contre, d'autres protéines peuvent revenir. Ça dépend du traitement que vous leur avez affligé. D'accord? Voilà. Voilà, on s'arrête là aujourd'hui parce que je voudrais bien que vous reveniez sur cette partie-là qui est en quelque sorte le, le cours que vous avez vu en protéines, sur les protéines. D'accord? Vous revenez sur votre cours, vous allez revisionner la vidéo et vous allez reposer des questions qu'il faut. Comme ça, on revient la prochaine fois avec les techniques de comment on va précipiter nos protéines. D'accord? Alors, je vous donne la parole pour poser les questions qu'il faut. Allez-y. Maintenant, vous pouvez utiliser le micro ou poser la question en utilisant le chat. Allez-y, mesdemoiselles, messieurs. Pas de questions? Tout est clair? Oui ou non? D'accord. Voilà, tout est clair. Ben, j'espère, hein. J'espère que cette année, puisque vous allez revisionner, que vous allez revoir plusieurs fois votre cours, que j'aurai de très bonnes notes. Inch'Allah. D'accord. Très bien. S'il y a d'autres questions, vous les préparez pour la prochaine séance. Cette fois-ci, le deuxième cours de jeudi, c'est les stats. C'est les statistiques, c'est bien ça? Alors, voilà, une bonne question, madame. Quel est le but de cette technique? Ah ben, le but, tout simplement, je l'ai dit rapidement, peut-être que vous n'avez pas fait attention au départ, pourquoi on va précipiter les protéines? C'est très intéressant. Parce que, tout simplement, lorsqu'on travaille sur il y a plusieurs buts pourquoi on va utiliser la technique de précipitation des protéines. Ben, tout simplement, on veut récupérer une protéine. Elle existe dans un milieu donné et on veut la récupérer. D'accord? Dans ce milieu, par exemple, vous avez plein de produits, de composés et d'autres composés qui ne nous intéressent pas et on s'intéresse aux protéines. Eh bien, on peut utiliser la technique de précipitation. Elles vont devenir insolubles. Le reste va rester soluble dans le milieu et on va centrifuger et récupérer que les protéines. D'accord? Ça, c'est un premier but. Deuxième but, les protéines, c'est la même chose. Les protéines ne nous intéressent pas du tout et on veut les éliminer. Et dans ce cas-là, on va utiliser une technique assez forte. On va essayer de précipiter toutes les protéines. Toutes les protéines, et on va utiliser un moyen très fort, c'est-à-dire on s'en fout des protéines, on ne veut pas garder leur forme native, on ne veut pas les récupérer par la suite, elles ne nous intéressent pas, on veut récupérer par exemple autre chose dans le milieu cellulaire qu'on a. Eh bien, on précipite les protéines et on récupère, on centrifige et on récupère le surnageant avec tous les éléments qui nous intéressent. D'accord?
Voilà le but. Maintenant, dans la première partie où j'ai expliqué, on peut précipiter les protéines et les récupérer parce que c'est les protéines qui nous intéressent. On peut, ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les protéines ne précipitent pas de la même manière. Il y a des protéines qui précipitent très facilement et il y a des protéines qui précipitent. Il leur faut des traitements beaucoup plus forts pour qu'elles puissent précipiter. D'accord? On peut jouer ça pour précipiter certaines protéines et pas d'autres. Et dans ce cas-là, on peut faire une précipitation, ce qu'on appelle une précipitation différentielle. Et ça, c'est le plus intéressant. D'accord? Et on va revenir sur cette. Allez-y. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, je considère, si vous trouvez d'autres questions, on y revient la semaine prochaine. On verra si c'est lundi ou mercredi en fonction du cours de biochimie. Ok, allez, je vous laisse. Bonne journée, à la prochaine.